Oh, qu'il est beau ce spectacle. Ah, jeune homme. Ah, ne les lâche pas, ces garçons. Ils feront ta fortune. Vous savez, je n'ai jamais été aussi heureux depuis le début de cette campagne. Et vous savez pourquoi je suis venu en Italie? Parce que je croyais que les Italiens étaient tout petits. J'avais entendu dire qu'ils étaient minuscules, microscopiques. Là, avec votre permission, il y a des choses plus importantes. Silence! Un conseil, ne vous occupez pas de mes affaires. Vous êtes démissionné, c'est clair. Toi, Lucien et tous les autres. Grandes asperges. Mais général, je ne... Non! Et je pense que l'occasion est bonne de nommer de nouveaux généraux à la hauteur. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 16, épisode 13. Cette semaine, émission couillonnade, bluff et de grandes ambitions. On prend les cartes, on brosse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. On n'a jamais rien eu de meilleur qu'une belle paire et on se dit qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette galère. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est la mieux que les autres. Et donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation de la chanson Poker de Charles Aznavour. Donc nous allons parler justement du Grand Bluff à l'occasion de l'édition il y a quelques semaines chez Spectrum Film d'un coffret intégral de la saga God of Gamblers de Wong Jin, saga de comédie hongkongaise des années 90 mettant en vedette notamment Cho Yun-fat puis Stephen Chow. Occasion donc de revenir sur la personnalité étonnante de Wong Jin dans le cadre du cinéma hongkongais et sur la carrière de Stephen Chow, puisque au même moment est sorti chez Spectrum Flirting Scholar, un des plus gros succès du début des années 90 de Stephen Chow, sorti en coffret avec Bon baiser de Hong Kong. Et ensuite, nous parlerons dans un tout autre genre, mais aussi de grand bluff, si l'on veut, du nouveau film de Sir Ridley Scott, Napoléon, sorti dans les salles françaises il y a 2 semaines. Et autour de cette table, pour parler de ce jeu programme, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Le docteur Erwan aura son retard, son quart d'heure de retard syndical, puisque donc il a été une fois de plus expatrié plutôt à l'Oudéac aujourd'hui, donc il arrivera, mais quand même évidemment pour parler de Napoléon et pour le cinéma hongkongais. Et à la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a Ulysse. Bonsoir Ulysse. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Nous allons passer aux nouvelles 9 de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Donc les agendas et les news, et bien évidemment une semaine de bien tristes nouvelles. Donc à part accepter la contre-performance de Rennes dimanche face à Rennes, c'est absolument déplorable. C'est Marseille, à Marseille, ouais. Ouais, à Marseille en plus, bon, victoire jeudi en samedi, Europa surtout. League. Surtout samedi. Mais voilà, et donc sinon les rest in peace de la semaine, hors cinéma, mais moi ça m'a beaucoup touché, parce que c'est quand même les 2 chanteurs que j'ai le plus écouté dans toute mon adolescence, je pense, et même encore bien après. Donc Shane McGowan, chanteur des Pogues, à qui nous avions consacré une émission il y a 2 ans à l'occasion de la sortie du documentaire A Crock of Gold de Julian Temple, et donc décédé. Super docu, soit en passant. Ouais, et donc décédé, qui est en ce moment du coup sur Arte, ils l'ont remis, qui est donc décédé un peu moins de 1 mois avant son 66e anniversaire, donc des suites d'une maladie qu'il traînait déjà depuis un petit moment. Il était hospitalisé depuis cet été, et là c'est une pneumonie qui, je pense, a amené le coup de grâce. Mais voilà, Shane McGowan, immense chanteur, immense poète, immense parolier, très grand musicien et magnifique compositeur d'un des plus grands et plus beaux groupes de tous les temps, qui moi me charrie des torrents d'émotions et de joie à chaque fois que je les écoute. Absolument merveilleux, les Pogues. Ah oui. Et le lendemain, Yes. voilà. Et donc le lendemain, c'est Tai Luc, chanteur de La Souris déglinguée, qui donc est décédé lui aussi à 65 ans. Donc le lendemain, vraiment un bel enchaînement de merde là. Donc voilà, lui décédé visiblement d'une
insuffisance cardiaque alors qu'il était en train de déménager ses lits puisqu'il est bouquiniste, enfin il était bouquiniste sur les bords de Seine et donc comme la mairie de Paris a décidé de les virer dans le cadre des JO. Ah bah. Donc voilà, on va dire un chambardement trop grand et une insuffisance cardiaque qui a fait que Ty Luke, chanteur de ce groupe merveilleux de punkabilly des années 80 jusqu'à récemment parce qu'ils avaient sorti un album donc en 2015 ou en 2016 je crois sur les toits du Palace. Donc voilà, il achève la carrière donc de la souris et voilà. Bah, c'est des gens que j'ai écouté énormément, ça m'a quand même fait mal d'un coup. Bon, Clint est encore là, mais en tout cas en termes de chanteurs, des gens qui ont marqué, on va dire, jeunesse, ça fait mal. Ouais. Shit happens. Ouais. Alors que Michel Sardou a le Covid. Mais bon, il faut bien quand même un peu de bonnes nouvelles pour se requinquer. De toute façon, on les entendra bien évidemment dans cette émission. J'ai bouleversé mon programme musical évidemment au dernier moment. Sinon, dans le cadre des agendas, donc le prochain film du dimanche soir, nous le rappelons, ça sera le 17 décembre à l'Arvor à 20h15 avec Mon nom et personne de Tonino Valeri. Mais aussi toujours à l'Arvor, c'est ce dimanche pour vous remettre de votre gueule de bois, des transmusicales, la gueule de bois qui nous guette Thibaut. Donc il y aura dimanche à 18h la complainte du sentier de Satyajit Ray, donc un des plus grands réalisateurs du cinéma indien, un de ses plus beaux films apparemment que je n'ai pas encore vu, mais si j'ai la forme, si j'ai la foi, je compte bien aller le voir. Vous avez prévu des choses ce week-end, mon cher Thibaut ? Bah non, je vais au match samedi. On se voit vendredi, non ? Oui, Ouais, mais je vais au Razon Park samedi et dimanche il faut récupérer l'enfant. Ah voilà. Une histoire terrible, un week-end compliqué qui s'annonce. Sinon, au tambour, demain, c'est la dernière de l'année, la dernière du trimestre plutôt, avec un double programme à 18h15, La vie de château de Jean-Paul Rapneau, c'est super chouette, et à 20h45, Nous sommes tant aimés de Ettore Scola. Ah oui, hein. Oh là là. Un beau programme en tout cas. Magnifique film, le Scola. Ouais. Magnifique. Putain. Merveilleux. Allez-y, nombreuses et nombreuses. Sinon, demain dans les sorties nationales, alors je sais pas s'il passe à Rennes, c'est le nouveau film de la nouvelle itération japonaise donc de Godzilla Minus One, après le formidable Shin Godzilla qui était sorti en 2016. Celui-là sort en salle, mais apparemment dans un parc de salles évidemment limité pour voir les nouvelles aventures de Godzilla ravager tout sur l'écran, alors que la bande-annonce de Kong x Godzilla The Last Kingdom ou Lost Kingdom, je sais plus, est sortie. Là, ils ont fait un genre de buddy movie avec Godzilla et Kong. Voilà, ils reprennent un peu l'air des plus grosses débilités de l'ère de Godzilla où ils faisaient vraiment n'importe quoi, où ils se battaient. Il y a aussi le fils de Godzilla qui est là, tout ça. Enfin, non, le fils de Kong qui est dedans. Enfin, bon, bref, genre un amalgame de tout. Ils sont, bref, ça va être débile. Le premier, on avait plutôt bien aimé le premier, on avait bien rigolé en tout cas, Kong versus Godzilla. Je ne sais même plus si je l'ai vu. Mais si, on l'avait fait à la radio il y a 2 ans, 3 ans. Oh bon. Mais c'était en plein confinement, à l'époque c'était perturbé. 2e confinement. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ah, ça vous a marqué, hein. Ouais, la Terre creuse, tout ça. Oh, je sais plus. Bref. Voilà. Sinon, il y a un film d'animation japonais qui s'appelle Le Grand Magasin. Je sais plus trop de quoi ça parle, à part que la bande-annonce m'a ultra saoulé. Voilà. Sinon, il y a un film avec Gilles Lelouch et Mélanie Thierry qui sont tout seuls sur une île parce que leur bateau a été enlevé par une tempête alors qu'ils se baladaient. Ça s'appelle Soudain seul, avec Raphaël à la musique, le mari donc de Mélanie Thierry. Voilà. Ouais, on va préférer le film de Robert Zemeckis actuellement. Oui, je pense. Sinon, il y a une comédie avec Emmanuel DeVos et Franck Dubosc, Noël joyeux, qui sort demain. Ah super, c'est pour toi ça. Alors là, fin d'année, il y a plein de comédies françaises. Hein. C'est ton cadeau. Ah en bah fait. là, Les Secpa au ski, le film avec Didier Bourdon qui joue un chasseur et ça s'appelle Cocorico. Ça c'est parfait. Alors là, des fins d'année, mais alors comme on est aux petits oignons. Sinon, dans un tout autre genre, il y a le nouveau film de Lajli dont nous parlerons normalement la semaine prochaine, Bâtiment 5. Ça promet encore de bien rigoler. Et il y a un film qui s'appelle La Chimère, je sais plus ce que c'est, mais apparemment c'est super chouette. Voilà. Sans prévenir, je savais même pas qu'il tournait quelque chose et que ça sort, le nouveau documentaire de Jean-Charles Hu, donc l'excellent réalisateur de La Bème du Seigneur, de Mange tes morts et de Tijuana Bible, et aussi d'une palanquée de documentaires plus ou moins longs sur la ville de Tijuana justement. Et là, c'est encore un nouveau qui s'appelle The Soul Dove of Tijuana, où en gros il part à la recherche des dames blanches et des fantômes de Tijuana, ville qu'il arpente depuis une 15aine d'années. Ah bah.
Très curieux. Très curieux, Ah mais oui. j'ai demandé à notre contact à l'Arvor s'il comptait passer le film. Il ne savait même pas qu'il sortait. J'ai l'impression que c'est vraiment une sortie très, très confidentielle, on peut ouais. dire. Et sinon, parce que c'est vraiment la grande mode, hein, les concerts au cinéma. Après le concert de Beyoncé la semaine dernière qui est sorti dans les salles françaises, là c'est un peu le Beyoncé français, hein, c'est M avec en rivalité le concert au cinéma. Voilà, concert de M. M Thibaut. Si j'ai écouté ça, c'était à l'époque du Tour de M, là, ça avait fait un carton. Ouais, mais Il y a quelques années déjà. Hein. Depuis, j'ai lâché l'affaire. Mais visiblement, il remplit encore des salles et des bah, stades. Voilà, C'est tout à son honneur. c'est un peu le Jean-Louis Aubert avec 20 ans de moins, quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, en tout cas, on n'ira pas voir ça. Mais donc, nous parlerons notamment, normalement, du nouveau film de Lajli la semaine prochaine. On va passer à la section critique de cette émission, à coup de bluff, à coup de carte, mais tout de suite, évidemment, hommage. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était l'époque avec Sayonara, extrait de leur album Hell's Ditch en 1992, produit par Joe Strummer, à l'époque où déjà, d'ailleurs c'est le dernier album avec Shane McGowan, avant qu'il ne se fasse virer de son propre groupe pour comportement erratique, on va dire, et surtout des volontés musicales qui allaient à l'encontre du reste du groupe, mais ça nous en avons parlé bien évidemment dans notre émission sur Shane McGowan il y a 2 ans. Mais donc voilà, Shane McGowan qui, je le rappelle, est décédé jeudi dernier à l'âge vénérable mais trop jeune, de 65 ans, alors qu'il y a encore des enregistrements relativement récents de Shane McGowan qui sont dans les tuyaux et qui pourraient sortir, parce que Shane McGowan avait retrouvé la peps et l'envie d'écrire ces dernières années. Et donc, il y a des enregistrements qui traînent, qu'il a enregistrés notamment avec certains de ses anciens camarades de jeu. Mais donc, rien à voir, parce que donc, Sayonara, c'est du japonais. Et là, donc, nous allons repartir du côté de Hong Kong, même si nous restons, on va dire, du côté extrême oriental. La géographie, tout voilà, ça. nous savons très bien que dans cette émission, la géographie est une notion bourgeoise. Et donc, à l'occasion de la sortie il y a quelques semaines chez Spectrum Film d'un coffret God of Gamblers intégral, mais en même temps, on va voir que cette notion d'intégrale, vu la saga A God of Gamblers, qui est un bordel sans nom, puisqu'il y a à la fois une série principale, en même temps une série parallèle, et tout ça c'est compliqué, mais donc en tout cas tout commence en 1989 avec le premier God of Gamblers, où d'ailleurs tous les films de la saga sont réalisés par ce gros margoulin de Wong Jin. Wong Jin, c'est un stakhanoviste de la caméra qui a œuvré dans à peu près tous les genres depuis le début des années 80, et il continue toujours à avoir une production assez affolante pour un garçon de sa consistance physique, parce que c'est quand même un bon gros pépère. Je me demande si il a beaucoup d'assistants, on va dire ça comme et ça. Voilà, je pense que c'est ça. Il a beaucoup d'assistants, il tourne vite, il sort parfois, à sa grande époque, il sortait donc plusieurs films par an, et il y a notamment un des genres dans lequel il a cartonné, qui est donc la comédie à la hongkongaise. On en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, mais c'est une catégorie d'humour qui souvent vise un peu le dessous de la ceinture, les bas instincts. Il y a beaucoup de blagues avec des gens qui se prennent des claques dans la gueule, des gens qui se font mal, du caca, du vomi, une certaine vulgarité, mais fait avec un entrain certain et en tout cas joyeux, mais qui est pas forcément le plus, on va dire, c'est pas encore le summum dans le premier A God of Gamblers, donc qui met en vedette l'homme le plus classe du monde, en tout cas en plus à l'époque probablement une des plus grandes vedettes du cinéma de Hong Kong, encore maintenant, donc Brother Fat, Chow Yun-fat, qui pète encore la santé, puisque cet été il a participé à un marathon caritatif. Il a fait un petit 10 km en 1h02, mais en même temps il a 67 ans, donc c'est quand même pas mal. Tranquille, chaud. Il court mieux que moi. À 67 ans, c'est quand même aberrant. Il reste toujours absolument abusément élégant, classe et sympathique. Bref, il est trop fort. Et à l'époque, on peut le dire, il brillait comme un miroir de bordel. Il enchaînait les films avec tous les plus grands réals de Hong Kong, avec Ringo Lam, avec John Woo notamment. Et donc là, il avait déjà fait, comme tous les acteurs de Hong Kong, œuvré dans tous les genres. Et donc la comédie avec Wong Jin, avec God of Gambler, où donc il joue le dieu du jeu, le maître du jeu, donc un genre de tricheur professionnel donc aux cartes, qui un jour devient
amnésique après un vilain coup sur la tête, et un jeune freluquet incarné par Andy Lau, Super méga star aussi. super méga star, voilà, quand même super classe, avec qui il avait déjà joué notamment dans les Prison on Fire donc de Ringo Lam, donc va essayer un peu à l'aider à se remettre en selle tout en essayant de apprendre ses coups de triche. Et toute la saga et toutes ces variations, fausses suites, séquelles, préquels, spin-off vont être basées plus ou moins sur le même principe. Parce que donc le premier film, God of Gamblers en 1989, sera suivi dès l'année suivante par une parodie de Stephen Chow, en tout cas avec lui, All for the Winner, et qui après jouera dans God of Gamblers 2, qui est la suite parallèle donc de la saga des God of Gamblers, qui n'est pas vraiment une suite de All for the Winners, mais reprend plus ou moins le même personnage donc de la parodie, donc God of Gamblers 2 écrit en chiffres romains, qui connaîtra une autre suite, God of Gamblers 3, Back to Shanghai, où là ça se passera en 1937, je crois, un truc comme ça, où il essaiera de revenir après en 1991, qui sera ensuite suivi de God of Gamblers Return, aussi connu sous le nom de God of Gamblers 2, avec le retour de Chow Yun-fat. Et après l'arnaqueur de Hong Kong en voilà, français. c'est ça. Après God of Gamblers 3. Ça se passe à Taïwan. Voilà. Après, il y aura God of Gamblers 3 qui sera un préquel au God of Gamblers avec Chow Yun-fat. Et dans les années 2010, Wong Jin, qui n'aime rien de plus que genre tirer les vieilles ficelles, reviendra avec une nouvelle trilogie, From Vegas to Macao, avec Chow Yun-fat, qui n'est pas une suite de God of Gamblers, mais qui ressemble vachement, parce que c'est exactement les mêmes principes comiques et les mêmes principes de mise en scène, et où en plus dans lequel Chow Yun-fat a à la fois le rôle principal donc d'un nouveau personnage, mais apparaît en même temps dans un caméo, dans le rôle de son personnage de God of Gamblers. Et après, il y aura aussi Andy Lau qui va revenir pour des caméos, et avec des rôles de plus en plus longs au fur et à mesure de la trilogie. Bref, un bordel incommensurable que seuls les Hongkongais donc que savaient nous pondre, mais qui nous permet à la fois donc de reparler de ce margoulin de Wong Jin, et quand même de mettre en lumière donc Chow Yun-fat, acteur dont on a parlé ici plusieurs fois, je le répète, le mec le plus cool du monde, et puis de quelqu'un dont on n'a pas assez parlé dans cette émission, qui est donc Stephen Chow, qui démarre sur le chapeau de roue dans les années 80 et qui, au début des années 90, devient la nouvelle superstar du cinéma comique hongkongais. Je crois que c'est en 91 ou 92, il fait les 5 plus gros succès du cinéma hongkongais, avec Flirting Scholar notamment, avec Back to School 2, avec King of Beggars, où Stephen Chow développe son humour, on va dire, personnel et particulier, qui est très sous influence donc de Jackie Chan, la kung-fu comédie, avec à la fois c'est un véritable artiste martial, c'est quelqu'un qui sait se battre et qui du coup profite, on va dire, de ses aptitudes physiques pour faire un comique beaucoup plus grotesque, beaucoup plus physique que beaucoup des comédies de Hong Kong de l'époque. Ce qui est vraiment un caractère assez particulier du film, des films donc de Chow, qui sont à la fois déférents et respectueux, on va dire, envers les modèles dont il s'inspire, puisqu'il aura beaucoup œuvré notamment dans la parodie, mais en même temps il ramène un caractère particulier, plus jeune, plus moderne, beaucoup plus speed, et qu'on voit justement à la fois dans All for the Winners et à partir de God of Gamblers 2, série parallèle, on va dire. Cette découverte de God of Gamblers, Thibaut. Oui, alors moi je n'en ai vu que 2 sur les 6 films qui sont proposés dans l'intégrale de Spectrum. Donc moi j'ai vu God of Gamblers et God of Gamblers Return, aka God of Gamblers 2, aka l'arnaqueur de Hong Kong, alors que ça se passe à Taïwan, mais c'est pas grave, on s'en fiche, la géographie, tout ça. Alors moi voilà, moi je suis très client de Chow Yun-fat. J'ai grandi avec le duo qu'il a fait avec John Woo, bien entendu, The Killer, à toute épreuve, le syndicat du crime, une balle dans la tête, tout ça. Et j'ai une image de Chow Yun-fat, en effet, hyper classe, mais avec les deux guns, une chorégraphie dans des scènes d'une violence extrême, mais magnifiquement chorégraphiée. Et il est super cool. Moi, je me rappelle d'une scène dans Prison on Fire. Il parle avec Andy Lau, justement. Il a sa clope qui est allumée, il a fait jongler entre ses doigts alors que la clope est en train de se consumer.
Déjà de le faire avec un crayon, c'est genre le merdier pas possible. Avec une clope allumée, tu dis mais mon Dieu, mais quel talent. Et on avait parlé de quelques ressorties Spectrum avec Showing Fat qu'on découvrait dans un genre beaucoup plus mélodramatique. Dans les films de Anhui. Ouais, exactement. Et dans un film de Ringo Lam dont le titre m'échappe actuellement, mais on avait beaucoup aimé. Et en effet, Showing Fat étant un acteur qui peut tout jouer, bien entendu, il fallait qu'il s'essaye à la comédie, sachant qu'en plus il avait déjà fait de toute façon à ses débuts quand il était jeune. Il a fait, mais en plus des genres de comédie musicale qu'on a raison, vu que le succès de la saga God of Gambler et le film est très le premier film est très bizarre parce que comment dire, mon petit cœur d'adolescent a eu beaucoup de mal à supporter le cabotinage de Showing Fat. Ah, ça en fait des caisses. En mode, je suis amnésique et je retombe littéralement en enfance. Du coup, ça cabotine comme pas possible. Et heureusement, la grande force de Wong Jing, c'est quand même d'arriver à intermède plutôt régulier, à casser un petit peu ce ressort de la comédie parce que Showing Fat a des flashbacks de sa vie d'avant du God quand il était le dieu du jeu et du coup il rebascule un petit peu dans cet homme ultra classieux qui manipule les cartes comme jamais. Il y a une petite dimension fantastique dans les God of Gambler qui n'est pas pour me déplaire. Oui, ce qui fait qu'il remonte dans le temps dans le 3e. Oui, voilà. Et puis là, tu vois, il manipule les cartes de manière, bon, tu sais pas trop. C'est pas un tricheur non plus, mais il y a toujours un objet qui arrive. Magique, quoi. C'est le dieu du jeu. Ouais, voilà, il y a toujours un objet bizarre qui arrive, ou alors il arrive à casser un dé. Enfin, c'est parce que le pot ou alors il demande un pot trop lourd, il casse un dé. Enfin, bref, des trucs pas possibles. Mais normalement, du coup, je pense que c'est la grande force du premier film, c'est la grande force de Wong Jing, c'est de casser un petit peu la comédie et de toujours rebasculer un petit peu vers quelque chose de plus classieux, de plus Shoyun Fatien, si j'ose m'exprimer ainsi. La preuve en est, je pense, la gunfight dans le parking, un moment dans l'espèce de parking souterrain là, où en fait. Voilà, il y a les deux flingues aux mains et puis ça défouraille un petit peu avec des petits excès de violence et puis de gore qui sont pas là pour nous déplaire. Oui, donc c'est rigolo. Il faut vraiment racoler tous les publics. Ah ouais. Andilo en fait des tonnes et des tonnes, c'est pas possible. Il aime bien faire des caisses aussi, Andilo, quand il peut. Parce que quand il est chez Choyark, par exemple, il aime bien se grimer, il aime bien... Andilo, c'est là... Pour ceux qui ne remettent pas Andilo, par exemple, je vais citer un film qui est ultra célèbre, c'est Infernal Affairs. Donc voilà, c'est quelqu'un de aussi pareil qui peut être très classe. C'est un chanteur de pop chinoise qui est ultra célébré, ultra vénéré. Showing Fat aussi a chanté. Hein. C'est pas son meilleur truc, mais c'est assez rigolo de voir. Donc voilà, de voir ces deux légendes habituées à des genres sérieux, classieux, voire mélodramatiques, parce que même dans les films de John Woo. Tu prends The Killer ou Une balle dans la tête, sont des films qui sont des films qui sont mélancoliques, sont des films qui sont tristes. Donc voilà, il y a toujours une question mélodramatique. Une balle dans la tête, c'est quand même bien badant. Hein. Ah ouais. Il faut le réévaluer, Une balle dans la tête, je pense. C'est peut-être le film, quand on parle de la collaboration Showing Fat, John Woo, peut-être le film qui vient le moins à l'esprit. Tout le monde pense au Syndicat du crime, à The Killer et à Toute épreuve, parce que À Toute épreuve reste un monument. Mais Une balle dans la tête, j'ai beaucoup d'affection pour Une balle dans la tête et je pense qu'il faut vraiment le réévaluer. Ouais, à ce niveau-là. Une balle dans la tête, en fait, c'est un peu la version du Syndicat du crime 3 qu'il aurait voulu faire si c'était pas embrouillé avec Choyark et que Choyark avait piqué son projet. Mais... Donc c'est très curieux comme film, mais néanmoins ça vaut le coup d'œil parce qu'il faut savoir ce que c'était la production hongkongaise à cette époque-là. Il faut savoir le talent de Showing Fat à s'insérer dans tous les genres avec une facilité, une décontraction. C'est quand même la beauté du cinéma de Hong Kong, c'est la versatilité de ses artisans et puis de ses comédiens qui de toute façon œuvraient dans à peu près tous les genres possibles. Et puis tu sens que c'est pris... qui passait entre le catégorie 3 puis la comédie potache comme Anthony Wong. Tu sens que c'est en même temps fait complètement à l'arrache parce qu'à un moment il y a une scène... c'est tourné rapidement. Il y a une scène dans un gros carrefour. Là, on est à Hong Kong et puis il y a une espèce de gros carrefour et en fait tu vois que les passants ils regardent la caméra donc c'est tourné totalement à l'arrache. Souvent de toute façon vu que normalement ils n'ont pas d'autorisation pour tourner dans les rues de Hong Kong, les trucs de toute façon sont faits de manière volée. Voilà. Quoi. Et en même temps il y a un vrai sérieux, tu sens que tout le monde est content d'être là, donc en fait il y a une vraie bonhomie qui se dégage du truc, alors que c'est complètement débile. Les blagues sont... on n'est pas... voilà, c'est la misogynie, le racisme ordinaire... oui, c'est quand même assez misogyne. C'est pas... Voilà, on n'est pas sur des films qui sont...
C'est pas d'un progressisme c'est absolu. pas d'un progressisme absolu, mais il y a pire. Il y a le 2. Putain, ouais. Il y a God of Gambler Return. Et là, par contre, c'est le pied. Ah, c'est Là, bien. par contre, c'est le pied parce que... Ça plonge vraiment dans la comédie bouffonne. Ouais, et Choyun Fat, du coup, là, n'est plus amnésique. Et du coup, il reste sérieux tout le temps. Mais il a quand même, c'est des moments de déconnade où il pète un casque de comédie où tu fais putain, c'est le mec le plus classe du monde. Et là, il devient complètement débile. Tu comprends pas trop pourquoi. Il est trop fort. Mais parce qu'il est trop fort. Donc, il y a vraiment cet aspect comédie. Et là, par contre, il y a des vrais bastons qui sont mortels. L'arrivée, il y a des moments bien crades. L'arrivée dans le château en France, là, c'est bien crade. Comme pas possible. Et il y a des côtés humoristiques et quasi politiques qui m'ont carrément surpris. Ça se fout de la gueule de la maison Poulaga comme pas possible. Alors, ils en prennent tous pour leur grade. C'est assez fascinant. Et à Sachant un qu'en moment, plus, Wong Jin a fait quand même plein de films qui sont plus ou moins profliques. En Ah tout ouais, mais cas, là, il est en bon terme ils avec sont eux. tous ridiculisés. Le chef de la police là est ridiculisé au possible. D'ailleurs, il va devenir un de leurs potes. Et puis, il y a un moment, il y a une blague. C'est sur la fin du film. Il y a une blague sur Deng Xiaoping. Bah, alors celle-là, et il fallait la poser. Je fais oh là là, dis donc. Et là, par contre, c'est un film qui est le Return. C'est un film qui est ultra généreux à ce niveau-là parce qu'il y a des purs bastons. Il y a des moments de comédie nawak. Il y a un gamin qui a 8 ans qui fait du kung-fu et qui kick des adultes. C'est absolument merveilleux. Ils aiment bien les blagues avec les gains Ouais. parce que. Mais là, le gamin il est bien en fait parce qu'il se prend totalement au sérieux et il met des coups de pied au cul quoi. Enfin, du coup, c'est assez fascinant. Il y a des vraies pures idées la baston c'est dans un lac, me semble-t-il, avec le harpon et tout là. Putain, c'est super idée. Et la fin. Le climax de fin dans le casino à Taïwan où ils arrivent avec le thème musical qui est absolument kitschissimo possible, c'est merveilleux. T'as Choyun Fat qui dit bonjour à tout le monde comme la méga star, il est sur les Champs-Élysées de Taipei. Enfin, le doc pourra nous dire, pourra mieux nous en parler. Des lumières, tout le monde On parle de l'applaudit. super classe, donc il vient d'arriver. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et puis le final où là il y a vraiment une pure dimension fantastique, la dimension fantastique que je convoquais tout à l'heure. Là, elle est vraiment ici parce qu'il y a une espèce de magicien, sans spoiler le truc, une espèce de truand, enfin de chef de la diplomatie, agent secret, machin truc, qui vient pour carapater Choyun Fat, mais en fait, bon bref. Il y a de la magie, il y a une dimension fantastique C'est là qui est alambiqué. mortelle. C'est alambiqué, mais il y a des petits retournements de situation. Le méchant est très méchant. Les méchants sont très méchants. Ça fait plaisir aussi à voir. C'est hyper bien foutu. Et il y a des idées visuelles sur les sens qui se mettent en l'oreille ou comment Choyun Fat, en fait, caresse sa carte ou comment il caresse son anneau de Ah ouais, jade, ouais. ou comment il écoute les dés, ou comment il écoute comment on distribue les cartes. Il y a des choses qui sont plutôt bien foutues de la part de ce margoulin de Wong Jing, voilà. Où il lance des choses. Il y a un travelling compensé qui est mortel à un moment aussi. Bon bref, le 2, franchement, c'est pur plaisir coupable. Tu parles du gamin donc dans l'arnaqueur de Hong Kong, ça me fait penser à un film de Stephen Chow en 99. The King of Comedy, pendant la moitié du film, il est accompagné par genre un gamin de, je sais pas, de 8 ans, qui est toujours à poil, et qui l'accompagne partout. À un moment donné, il est genre ultra saoulé, quoi, Stephen Chow, de voir ce gamin à moitié gros, à poil à côté de lui. Il y fout une pichenette sur le sgay, et la réaction du gamin, mais j'en ai pleuré de rire, quoi. C'est formidable. L'humour, J'aime bien c'est un humour qu'il faut pas mettre devant tous les yeux, bien entendu. Hein, mais là, il y a une espèce de côté buddy movie. Enfin, entre lui et ce gamin, moi, qui est déliré. Puis la blague sur les Ferrari, moi, j'ai les rire. Enfin, bon, bref. Passons, c'est plaisir. Docteur, vous aimez rire? Oui, j'aime rire, mais je vais pas pouvoir dire grand chose sur God of Gamblers parce que j'ai manqué un peu de temps, je dois avouer, hein, pour remater tout ça, d'autant plus que l'ordre des films est quelque peu bordélique, puisqu'il y a des faux deux, il y a des deux qui sont des faux deux, des suites parallèles. Bon, bref, donc je sais. Mais en même temps, ça se rejoint, mais pas vraiment. Voilà, donc là, je sais que je les avais chez moi, mais j'ai vraiment manqué de temps, quoi, pour les regarder. Donc j'ai juste regardé, genre, j'ai regardé le premier que j'avais jamais vu. Et j'ai maté le troisième,
celui avec la fille en blanc qui a des Le troisième. qui a des cartes et tout ça là. Le troisième de quelle saga? Celui avec Chow Yun-fat. Ah oui. Celui avec Chow Yun-fat. Donc l'arnaqueur de Hong Kong. Donc ça va être God of Gamblers 3, je crois. Mais j'avoue que j'ai un petit doute. C'est pas Back to Shanghai, c'est pas le 2, c'est pas le 2-2, c'est pas le 2 Back to Shanghai, c'est celui qui est encore après. The Early Stage. Non, c'est celui qui est avant encore. C'est celui qui est avant, celui qui est de 94 à peu près. Returns. Voilà, c'est ça. Donc moi j'ai vu que c'est un peu que ces deux-là. Donc c'est vrai que moi les trucs parallèles, je peux pas. Attends, non, Return c'est l'attends. Si, c'est celui-là. C'est Return, tu me semble, The God of Gambler. Donc voilà, moi je sais que parce que les Stephen Chow sont pour le coup un peu plus délirants que les. Voilà, c'est ça. Alors c'est ça, il y a quand même ce truc-là. D'autant plus que Stephen Chow joue pas dans le premier. Non. Il joue donc dans la parodie qui est sortie un an après, For the Winners, c'est Andy Lau. C'est Andy Lau, voilà. Mais il reprend le même personnage, c'est bien ça. Si je me trompe pas. Et donc du coup, je peux me fier finalement qu'à la comment dire, à la ligne Chow Yun-fat, quoi, la ligne purement Chow Yun-fat, sans trop pouvoir en dire sur Stephen Chow. Et bon, alors c'est vrai que ça reste, finalement. C'est le troisième, je l'avais vu il y a vachement longtemps, et en fait j'ai retrouvé exactement le souvenir que j'en avais, c'est-à-dire c'est foutraque. Il y a toujours au moins une ou deux scènes de bien dans les films. Un rythme. Voilà, ça passe d'un. Et alors c'est vraiment les ruptures de ton sans cesse. Elles sont hyper maîtrisées dans God of Gambler Return. Alors dans le premier, c'est moyennement maîtrisé. Mais dans le 2, parce que dans le premier, il y a quand même. Moi, je n'avais pas compris du tout que le premier c'était Rain Man en fait. Parce que le premier c'est Rain Man quand même. C'est il prend un coup sur la tête et il devient show Dustin Hoffman qui fait le zazou, et donc tout le monde surjoue à 140 pousse les potards de cabotinage à fond. Alors Chow Yun-fat il y a toujours une espèce de on a toujours une espèce d'affection pour lui, même quand il fait n'importe quoi. Surtout. Andy Lau, je l'ai vu bien meilleur dans plein d'autres films. Et après, c'est étrange parce qu'effectivement, il y a des scènes où ça devient tout d'un coup super violent. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une scène à la genou. Dans le premier, il y a une scène à la genou avec des fusillades où tout d'un coup il se réveille, il se transforme en personnage de genou avec un flingue dans chaque main dans un parking. Elle est super. Voilà, cette quelle est une super scène. Il y a des ralentis dégueulasses, c'est magnifique. T'as une scène de concours au tout début avec les dés et tout ça, qui est vachement bien. Les duels, Voilà, les duels de jeu sont super. Toutes les scènes de jeu sont bien. Par contre, pourtant, c'est quand même super chiant à filmer le poker, parce que regarde Martin Campbell dans Couscous Royal. Les joueurs, il y avait un petit polar de John Dale, les joueurs avec Matt Damon, Edward Norton, qui était très sympathique. Oui, il y a le film avec William H. Macy aussi, où il rencontre une femme. De David Mamet. De Wayne Kramer. Qui s'appelle Lucky. Je l'ai pas, mais je l'ai. Lucky Charm ou un truc comme ça, qui est bien, où il tombe amoureux d'une fille qui est super belle et qui porte chance, ou qui porte la poisse aux gens à côté de qui elle est. Et une espèce de petit film noir à Las Vegas qui était vraiment pas mal du tout. Bref, donc voilà, donc c'est vrai que en fait j'ai vraiment toujours les mêmes réserves sur Wong Jing, c'est-à-dire il y a toujours 2-3 scènes où c'est bien dans ces films, mais par contre faut se fader de la comédie, quoi. Et dans le troisième, je trouve que c'est un peu mieux tenu, mais dans le premier, oh là là, c'est. Stephen Chow est meilleur réal pour le coup. Ouais, et puis je crois que Stephen Chow est plus doué pour la comédie qu'Andy Lau. Oui. Je crois. Même pour la parodie, parce que justement, il y a Flirting Scholar. C'est plus wink en fait dans Stephen Chow. Il y a plus une complicité avec le spectateur, alors que parce que ça reprend des codes. Voilà. Oui, puis ça fait des clins d'œil à des références culturelles. Ça fait les personnages. Je trouue que ça fonctionne mieux quand c'est Stephen Chow. Andy Lau, parce que c'est un pur réal. Voilà, Andy Lau, tu sens que c'est pas forcément dans la comédie qu'il est le meilleur. C'est plutôt un acteur dramatique. Je préfère moi effectivement quand il est plutôt dans le drame. Chow Yun-fat, je lui passerai à peu près tout. Donc, il peut en faire des caisses, c'est pas grave, mais il en fait quand même vachement des caisses. Sauf dans Dragon Ball Evolution, bien sûr. Ouais. Ça, c'est bien de la merde. Mais mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir un peu plus de temps pour pouvoir creuser un petit peu le God of Gamblerverse. Et donc moi je n'ai que la version Chow Yun-fat et beaucoup moins la version Stephen Chow, mais la version Stephen Chow qui est beaucoup plus débridée, parce que je pense que Wong Jin sans le jeu de mots a donc quand même assez confiance selon Stephen Chow, qui lui-même en plus Chow a quand même un ego assez certain, et on va dire une arrogance selon le travail assez. Et puis lui c'est un vrai acteur martial en fait. Je sais pas si c'est un vrai artiste martial, je sais pas si c'est quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui sait comment se faire filmer, qui connaît les arts martiaux. Qui connaît les arts martiaux,
ce qui est pas le cas de Chow Yun-fat et ce qui est pas le cas d'Andy Lau, qui sont des acteurs qui de temps en temps font un peu de pif-paf, mais tu sens bien la différence. De toute façon, à Hong Kong, tu sens vite la différence entre les tapeurs, le Jackie Chan, le Jet Li, des mecs qui font que des mecs où c'est leur métier, ou des acteurs d'ailleurs dont c'est le métier, et puis des acteurs qui sont obligés d'en faire un petit peu, mais qui sont des gens qui font de la cantopop ou qui sont plutôt des acteurs de comédie, et où là c'est généralement ça pêche un peu plus vite en fait. Tu t'en rends vite un peu plus Disons vite. qu'en général, tu leur mets du coup un flingue dans les mains. Ouais, c'est vraiment ça passe mieux. Et Chow Yun-fat est toujours très bien avec un flingue dans les mains. Chow Yun-fat, quand c'est dans le Return, je crois. Donc quand il prend son fusil à pompe, là je fais voilà, c'est ça qu'on veut voir. Moi je veux 2 flingues, un dans chaque main, et au cas où un fusil à pompe. Et ça se termine en plus avec un katana. Écoute, ça sert parfait. toujours un fusil à pompe dans la poche. On sait jamais. Ça mais c'est vrai que c'est des films. C'est vraiment des films pot pourris en fait. C'est-à-dire des films où tu retrouves vraiment tous les genres en fait de Hong Kong mixés dans un seul film. En fait, c'est un film de pas de cache-bras, mais film de casino, plus polar, plus arts martiaux, plus comédie, plus mélodrame. Voilà. Et du coup, avec un peu d'érotisme parfois. Parfois avec un poil d'érotisme. Léger. Léger quand même, quoi. Disons, c'est plus de la gaudriole, ouais, Max Pécasse. On n'avait pas encore au point de comment il s'appelle, de celui qu'on avait présenté il y a pas longtemps là. Ah putain de. Comment ça s'appelait déjà Sex and Zen. Ah oui, Sex and Zen 2. Qui là, alors voilà, pour le coup, était bien bas du front. Bas du slip, Voilà, bas du slip, sans pour autant être totalement déplaisant. Même si bon, il y a des moments où tu lèves les yeux au ciel. Mais là, chez Wong Jing, moi j'ai toujours un peu ce côté-là. Je reste toujours assez réservé sur Wong Jing. C'est pas pour rien un peu trop inégal pour moi, en fait. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est l'équivalent hongkongais de Jean-Marie Poiret, quoi. Ouais, avec un petit côté quand même. Cet amour du fichage. Je crois que c'est Anhui qui dit, Wong Jing, c'est un mec qui a aucun talent, aucune personnalité. Dans les bonus, aucune réalisation dans les bonus finale. Du 2, là, qui sont sur le coffret, il y a une interview avec Wong Jing par Frédéric Ambouezine qu'il a fait en 2002 ou bien 2003. Il doit en avoir rien à foutre de rien, non? L'interview commence direct, il fait moi ce que j'aime c'est faire de l'argent. Non, mais voilà, et je fais des films et je fais des produits juste pour faire de la thune. Je tourne vite, il fait et ça marche. Non mais c'est clair, c'est un bon maquignon en fait. C'est un mec, et c'est vrai que c'est un mec qui est un peu incontournable parce que c'est aussi, alors malgré tout en tant que producteur, c'est un mec qui a quand même justement permis des trucs en catégorie 3 qui n'auraient pas pu exister avec le fameux Ebola syndrome. Parce que ça rapporte de l'argent. Mais exactement. Mais oui, mais ce qui prouve que, mais justement à la manière d'un, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de côté mi Michael Bay, mi Kaufman, quoi, mi Trauma, quoi, tu vois, enfin, cette espèce de, et c'est vrai que ça c'est très curieux parce que nous on est habitué à ce que les catégories soient beaucoup plus claires entre la série B, l'exploit et puis le film A, alors que là c'est vraiment un pataquès de... Après voilà, moi je trouve pas ça déplaisant, hein. C'est juste que, et puis alors moi les ralentis baveux, moi je suis contre. J'ai toujours été contre les ralentis baveux au cinéma d'une manière générale, et à Hong Kong encore plus, quoi. Je déteste les scènes d'action. Là par exemple dans le premier God of Gamblers, il y a une scène où Andy Lau il traverse une porte en verre. Ah oui. Et c'est tout baveux, c'est tout crado pour bien montrer la cascade, et tu fais... Ah bah ça ils aiment bien les ralentis. Ouais mais il y a des ralentis, tu vois, les ralentis la Johnny To, les ralentis fluides, les ralentis fluides c'est plus classe. Alors j'accepte, mais c'est un peu comme le vocodeur en musique, quoi. C'est-à-dire avec parcimonie. J'ai une tolérance, mais il faut que ça soit vraiment avec parcimonie, quoi. Donc voilà, c'est le coffret God of Gamblers, donc la saga sans fin, parce qu'il continue, peut-être qu'il en fera. Il y a une version en 2020, enfin il y a eu un remake en 2010. Alors on en parlait, c'est. Non, mais il y a eu un remake en 2020. Ah oui, j'ai vu ça, oui, une version 2020. Oh, écoute. Avec, j'imagine, un autre casting, j'imagine que Chow Yun-fat plus là-dedans, mais depuis longtemps, mais. Mais tant que ça marche. Ou alors il apparaît, il fait un check et puis tac, il s'en va, quoi, tu vois. Probablement un bon petit chèque et hop. Avec un petit produit de placement pour du whisky, tu vois, ou un truc comme ça, puis hop, envoyer. Donc God of Gamblers qui viennent de ressortir, ainsi que Flirting Scholar, donc de Stephen Chow. Tout ça chez Spectrum Film dans des belles éditions gavées de bonus. On va passer à toute autre chose, mais on va rester dans le grossier, on peut dire, mais le grossier merveilleux, mais une fois de plus, hommage. Ne fusillez pas ces espions anglais! Je tiens à les interroger moi-même avant de les envoyer à la guillotine! Allons, Jacouillet, ne perdons pas de temps! Hoche attend mes directives! Oui, Général Bonaparte! En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était La souris déglinguée avec Jeune Seigneur, évidemment hommage donc à
Taïluc qui est décédé vendredi dernier, suivi d'un court extrait donc des Visiteurs 2, Les couloirs du temps, la fin du film dans lequel nos deux héros croisent donc le général Bonaparte qui attend les directives de Foch. Et donc Napoléon, il en est question à l'occasion de la sortie du nouveau film de Sir Ridley Scott dans les salles françaises, donc Napoléon avec Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby dans le rôle de Joséphine de Beauharnais, qui là s'appelle Joséphine Beauharnais. Elle a perdu sa particule au cours d'écriture du scénario. Elle n'a pas perdu que ça d'ailleurs. Et donc c'est vrai qu'on en parlait quand on a annoncé que le film sortait. Moi personnellement, je n'en attendais pas grand-chose. Je m'attendais plus à un genre de Gladiator numéro 2, donc un film un peu pourri et chiant et empoulé, parce que j'ai un rapport assez pas complexe, mais un peu travaillé avec Ridley Scott, à la fois des débuts qui sont très chouettes, comme tout le monde le sait, puis après, toutes les années 80 et des années 90, un enchaînement d'énormes merdes, jusque même dans les années 2000, il y a quand même plein de trucs pourris. Il y a parfois quelques épiphénomènes qui sortaient, comme la chute du Faucon Noir, justement, jusqu'au début des années 2010, avec Cartel, qui pour moi est un de ses meilleurs films haut la main, et des années 2010, parfois en dents de scie, mais où il y avait, je trouve, plein de trucs hyper intéressants, et où Ridley Scott, je me disais finalement c'est marrant, lui c'est quand il devient vieux qu'il se met à faire des films plus chouettes. À la fois il laisse œuvrer toute sa misanthropie et sa haine de l'être humain, on va dire, mais il le fait, je trouve, il le fait exploser avec un intérêt certain, avec parfois, même souvent, je trouve que c'est le plus réussi chez lui, un sens du grotesque, un sens de la grossièreté que là on retrouve absolument, et ça m'a réjoui alors que je n'y attendais pas, donc dans son Napoléon, où il y a plein d'historiens qui ont fait ouin, c'est du révisionnisme, c'est pas bien. Alors oui, mais c'est du révisionnisme que je te dirais fait avec un certain sens du baroque et du lyrisme dans la grossièreté, et surtout il ne faut pas oublier, je pense que c'est le plus important, c'est que c'est la vision d'un Anglais. Ah carrément, carrément. Où justement ces sources historiques sont principalement des livres anglais, et donc la vision qui découle de Napoléon et de l'histoire de l'ère napoléonienne et de la Révolution française. Et de la Révolution française, vraiment une vision de royaliste, de cochon d'anglais, parce que quand le film commence sur donc Marie-Antoinette qui va à la guillotine. Belle scène de guillotine, par ailleurs. Jolie scène de guillotine. La musique qu'on entend, c'est Assaillera, chantée par Edith Piaf dans la première minute du film. Tu dis, ok, c'est parti sur l'autoroute du niquer vos mères, quoi. J'en ai rien à foutre. Et j'ai trouvé ça absolument rafraîchissant et joyeux. J'ai été emballé direct et je me suis dit, ça va être formidable. Et après, pendant tout le film, il a déroulé. On sait qu'en plus c'est une version qui est ultra coupée, il a coupé à peu près 1h30 de film, et la version de 4 heures sera donc en ligne sur Apple à la fin de l'année ou en début de l'année prochaine. Pour le coup j'ai super hâte, je pensais pas dire ça, mais alors là j'ai hâte de voir ça. Et après pendant tout le film, donc à la fois il y a cette vision baroque de l'histoire et du personnage de Napoléon qui est représenté comme un gros boudeur joué par comme un gamin immature, éjaculateur précoce, joué par un mec de 50 ans qui cabotine mais comme un sagouin, Joaquin Phoenix qui bouge, qui fait miam quand il a envie de buter la Joséphine. C'est à la fois hyper grossier, grotesque, mais j'ai trouvé ça hyper drôle. J'ai trouvé ça avec un entrain certain, avec des goûts musicaux assez parfois aberrant, les polyphonies corps sur la bataille d'Austerlitz, j'étais ravi, j'étais enchanté, j'ai été pendant 2h30 avec une banane pas possible, et je me suis dit putain mais quel talent quoi. Alors j'irai peut-être pas jusque là, même si. Alors déjà je précise que moi Napoléon j'en ai rien à battre, mais rien à battre d'une force comme personnage historique. Contre, c'est vrai que ça ne m'intéresse il faut préciser pas que du tout quoi. Moi pour le coup c'est que heureusement je suis pas trop largué sur l'ère napoléonienne, parce que dans le montage il y a quand même des raccourcis historiques et de périodes où on va dire c'est un peu cavalier quoi. Genre la retraite de Russie. Bon, il y a une prise de tout. Il y a une voix off qui dit il y a 600 000 morts. Mais la Bérésina, tu vois pas. Elle est super en plus la scène à Moscou. Voilà, mais la scène à Moscou est plutôt pas. Alors en fait, pour moi le film est vraiment un peu divisé en deux, c'est-à-dire qu'il y a les scènes intimes et les scènes de bataille. Je dois avouer que du côté des scènes de bataille, moi j'ai plutôt apprécié le film. Je me suis pas vraiment emmerdé non plus dans les scènes intimes, c'est juste que je me suis plutôt posé des questions notamment sur des questions de direction d'acteurs, parce qu'effectivement sur les décors, sur tout ça, c'est plutôt. On sait qu'il est assez pointueux toujours sur les décors, sur le production design. Même si malheureusement on ne voit pas assez les dragons de Napoléon, parce qu'ils ont quand même que des costumes de ouf, et les grognards bien sûr. Voilà. Donc c'est vrai que côté costume, côté machin, il y a du boulot quand même. Mais c'est vrai que le film est, je sais pas trop quoi penser en fait de ce film-là. C'est-à-dire que
j'ai un peu aimé sans aimer en fait. C'est-à-dire que j'ai regardé ça, mais je suis pas certain que ça va beaucoup rester dans ma tête. Tu vois, je suis pas certain que le film va La vision de Robespierre, qui est genre un petit gros qui hurle. Mais moi, je me suis dit, mais pourquoi ils ont pas donné le rôle à Gérard Jugnot? C'est formidable. Il fait de Robespierre, mais c'est Danton en fait, alors que Robespierre, c'est un mec tout mec, c'est un hiératique normalement. C'est un grand mec qui a une voix posée et tout machin, et là c'est blablabla la révolution, niquez vos mères, la terrasse, je vais tous vous buter. Et puis si mes souvenirs sont bons, je sais plus, mais cette histoire de tentative de suicide, je suis pas sûr que ça se passe à l'Assemblée dans mon souvenir. C'est une fois qu'il est arrêté. Enfin, peut-être que je me trompe. Oui, mais comme disait Ridley Scott, mais ça on s'en fout à la limite. Comme pour la campagne d'Égypte, qui dure 5 minutes mais qui est mortelle, où en gros tu dois tirer avec ses canons sur les pyramides, ce qui n'est jamais arrivé, mais comme il dit, c'est pour comprendre que le truc a été rapide. Et effectivement, en plus d'une, c'est un plan mortel. Effectivement, il n'y a pas besoin d'en faire la pour dire que le truc était torché. Il calme tout le monde. Il calme tout le monde, effectivement. Non, puis il y a des moments marrants. Moi, j'aime bien le moment avec la momie où il est obligé de prendre un tabouret pour se mettre à sa hauteur. J'ai trouvé ça. Ouais, mais c'est une belle scène en plus. Ouais, c'est une jolie scène. Bon, il y a des personnages secondaires. Moi, j'étais très content de revoir Rupert Everett. Ouais. Par contre, qu'on fait bien des caisses. Ouais, mais dans le rôle de Wellington. Ouais, mais qui arrive presque trop tard. Ah oui. Moi, j'aurais aimé. Un peu comme Blusher à la bataille de Waterloo. Voilà, il arrive un petit peu trop tard et j'aurais aimé avoir un peu plus de. Parce que je me suis pas. De confrontation. Disons qu'au bout d'un moment, je me dis, mais il n'y avait pas Rupert Everett dans ce film-là, ou qu'il est Rupert Everett, ou qu'il est mon Rupert Everett. Et Ludivine Sagnier qui a été coupée au montage. Oui, que j'ai pas vu, moi. Non, je pense qu'elle est pas dans cette version-là. Et il y en a d'autres que j'ai pas vu aussi. Enfin, il y a d'autres acteurs. T'as Raïm, Embarrass, ça, je l'ai vu. Bon, qui est toujours fidèle à lui-même, voilà. C'est toujours bien, quoi. Il est content d'être là aussi. Voilà, toujours content d'être là. Alors, pendant un moment, j'ai cru que le docteur était joué par, comment il s'appelle cet acteur qui joue dans Lune froide avec Stevenin. Patrick Bouchité. J'ai cru que c'était Patrick Bouchité. Alors en fait pas du tout, c'est un clone anglais de Patrick Bouchité. Mais j'aurais été très content de voir. Ça m'aurait même pas étonné de voir le patoche. Voilà, je sais pas en quel état il est encore maintenant, Patrick Bouchité, mais j'aurais été. Il est en tournée là pour présenter Lune froide. D'accord. Donc j'aurais été très content de voir le patoche dans un film de Ridley Scott. Bon, j'étais un peu déçu du coup à la fin quand je dis en fait c'est pas lui. Alors par contre, du coup, alors comme je connais rien, moi c'est une période que je connais très bien. Je connais la Révolution, ça va. L'Empire, je connais très mal. Le Directoire, l'Empire. Alors, à partir du Directoire, moi. C'est le Directoire. Ensuite, c'est le consulat. Je sais, c'est le consulat, puis après c'est l'Empire. Et mais je connais très mal, et notamment c'est-à-dire que c'est ça qui est très drôle, c'est que tu regardes un film où tous les personnages en étant de boulevard parisien, tu vois, ou de métro, ou de station de métro en fait. Tu dis c'est lui CS, c'est lui Corvisart, c'est lui machin. D'accord, ok, d'accord. Voilà, c'est un peu guidé, mais en fait tu sais enfin qui sont les types en fait quoi. Tu sais enfin qui sont les types, sachant que moi je suis vraiment une busasse, franchement de premier ordre là-dessus quoi. Et les maréchaux d'Empire et tout ça, il faut rien me demander là-dessus. Moi, tu me fais un quiz là-dessus, moi je me fais péter, mais Cambronne, tout ça. Cambronne, si, même si Cambronne c'est une histoire du merde, apparemment c'est une invention de Victor Hugo, d'après ce que j'ai compris, mais voilà. Mais donc du coup un film. Je sais pas trop quoi penser de ce film-là. C'est-à-dire, j'ai pas détesté le film. Et je suis pas sûr de l'avoir aimé non plus. Par contre, en fait, je suis resté. La réserve. Il y a des moments où je regardais Joaquin Phoenix, je me disais mais qu'est-ce que tu fais, voilà. Et en même temps, je trouvais pas ça nul, et je trouvais que le fait de ridiculiser Napoléon, je trouvais pas ça. Moi, ça me choque pas, tu vois. Il y a un moment donné où j'ai explosé de rire, c'est quand il parle avec un ambassadeur anglais. Il fait mais vous pensez que vous êtes les meilleurs du monde parce que vous avez des bateaux, et après il part bouger, il part claque la porte, il y a Talleyrand qui va le voir, qui fait puisque c'est comme ça, puisque les mecs ça peuvent vous emmerder, vous avez qu'à être empereur. Pas con. Tiens, 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, et pouf pouf. La scène du sacre en plus. La scène du sacre est bien reproduite. Elle est super bien par rapport au tableau de David notamment. Justement parce que ça prend en gros le contre-champ presque véridique que le tableau de David qui lui-même est ultra mensonger sur la mise en scène, sur les personnages présents. En plus une mise en abîme parce que tu vois David en train de faire l'esquisse du tableau. Après il y a une scène et en fait peut-être que ce que je reprocherais au film, c'est qu'en fait j'ai pas ressenti vraiment d'émotion en fait dans ce film-là. Je suis resté un peu, tu vois, il y a une espèce de distance un peu sarcastique, un peu ricanante, qui fait que tu rentres pas vraiment. Et même le personnage de Joséphine, qui est à mon avis plus intéressant que celui de Napoléon, en tout cas qui est, en termes d'interprétation, je trouve qu'elle est plus convaincante, moi, l'actrice. Et je trouve que la seule scène où je trouve qu'il se passe quelque chose en termes d'émotion, c'est la scène divorce. Où là il y a un geste de violence tout d'un coup qui arrive, et c'est le seul moment je pense du film où j'ai fait oh là là, dis donc toi tu vas te calmer espèce de cinglé, parce que t'es en train de tout niquer les gens autour de toi en fait quoi. Et j'ai trouvé que voilà, je trouve que cette scène là en particulier est plutôt pas mal, parce qu'on sent tout le rapport entre le protocole et les sentiments, c'est-à-dire que lui se fait violence
par rapport à ses sentiments. Mais comme il l'assume pas, ça finit par se transformer en violence vis-à-vis d'elle, en fait. Et je trouve que là, il y a un truc, une dynamique intéressante qui se passe en termes dramaturgiques. Tout le film, d'où le côté révisionniste, c'est que c'est l'histoire donc de Napoléon, mais par le point de vue de Napoléon, par le biais des lettres qu'il écrit, de son journal qu'il fait à Sainte-Hélène, d'où effectivement cette vision biaisée de l'histoire, parce que finalement moi me gêne pas ce côté. Moi non plus. Justement tout le côté lettres. Moi ça m'a fait penser en fait aux films ça. hollywoodiens des années 50 qui eux aussi en termes d'histoire sont quand même en général sacrément révisionnistes. Moi peut-être un des principaux reproches que je pourrais faire au film, mais c'est le défaut de Ridley Scott depuis plusieurs films déjà, c'est en termes de photos où il aime bien faire des trucs assez sombres, assez ternes. Là, c'est presque gris même dans certaines scènes. Ce qui fait qu'on n'a pas le soleil d'Austerlitz, par exemple. Il y a Austerlitz. Et par contre, en revanche, moi, je trouve que notamment les deux scènes de bataille Austerlitz et Waterloo, je trouve, et notamment Waterloo, où c'est assez différent d'ailleurs, c'est assez marrant parce que la première est vraiment très numérique. Alors que la deuxième est beaucoup plus auprès des corps, avec les acteurs. J'espère qu'on verra plus de stratégie dans la version. Les mecs sur des cartes qui font. Voilà, et je trouve que les deux grandes scènes de bataille sont plutôt bien troussés en fait. On comprend à peu près ce qui se passe. On sent qu'il y a du métier quoi derrière quoi. Mais c'est vrai que moi je suis resté un peu. Il y a cette espèce de distance en fait qui fait que. Qu'il a toujours en fait comme vis-à-vis de ses personnages. Et puis le fait que moi personnellement c'est un personnage qui au départ ne m'intéresse pas en fait. Napoléon, qui pour moi jamais été ni un héros, ni un grand homme politique, ni un machin. Ouais, ok, c'est un bon stratège, mais enfin c'est un mec qui a fait massacrer des centaines de milliers de personnes. On ne fait pas d'omelette sans lui casser les œufs. Et je trouve justement ça c'est peut-être l'autre moment que j'ai pas mal aimé, c'est la fin. C'est le dernier carton final où il rappelle le nombre de morts sur chaque bataille et où tu fais ouais putain le boucher quand même quoi. Napoléon censé être censé être le grand mec machin, puis en fait c'est juste un mec qui a fait sacrifier des centaines de milliers de personnes sans sourciller quoi. Je veux dire qu'on avait rien à battre. Ce qui était un peu la norme à l'époque. Faut bien le dire. Ça fait c'est que depuis on va dire 40-50 ans qu'on joue un peu les timides et qu'on dit oh là là les lois de la guerre, la convention de Genève c'est pas bien, il y a 25 000 personnes qui ont été tuées, le massacre hein. Alors que quand tu vois comment ça se passait là j'ai vu un reportage il y a pas longtemps, un doc de Pacomtiel, enfin un truc de une causerie de Pacomtiellement sur le comment dire la guerre des Gaules, le bouquin de César, et en fait où il fait le compte des morts, où les trucs ça coûte 200 000 morts la bataille quoi, tu vois. Donc, il éradique des peuplades gauloises entières, et c'est 3 lignes dans son bouquin où en plus il parle de lui à la 3e personne. Un peu comme Napoléon justement quoi, voilà. Et on se dit bonjour les modèles quoi. Donc Napoléon de Ridley Scott, écoutez, je pensais pas dire ça, mais alors merci à Hitler, ça m'a foutu une patate d'enfer, j'ai hâte de voir la suite. Ça donne envie. Quand Napoléon 2 tu veux dire. Napoléon 2. Bah non, le 3 du coup on va passer direct. Ouais, on va passer direct au 3. Ouais. Donc voilà actuellement les salles. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, carrément Fleuret. Mon coup de cœur, ça va être Le Conte de la Princesse Kaguya, dernier long métrage de ce génie de Isao Takahata, avec un trait absolument sublime, une gestion de la vitesse ahurissante et surtout une dernière heure, même pas terrassante, éreintante de beauté. Oui. C'est magnifique. Takahata, quand c'est drôle, quand c'est triste, c'est triste. Ouais, puis quand c'est beau, c'est toujours beau. Oh là là. Docteur. Alors moi, dans un autre genre, ça sera un film sur lequel je suis en train de travailler, puisque je vais avoir l'occasion de le présenter, l'honneur de le présenter, même puisque moi je trouve que c'est un très bon documentaire. C'est L'île au trésor de Guillaume Braque, donc film qu'il a tourné juste avant À l'abordage, donc ça doit être 2017-2018, quelque chose comme ça. Ouais, l'abordage c'était sorti été 2020. Ouais, je crois que c'est 2 ans avant, et c'est vraiment une espèce de... c'est vraiment un diptyque en fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment c'est un documentaire très fictionnalisé, alors que À l'abordage c'est une fiction très très réaliste, très documentarisée. Donc c'est assez intéressant de mettre les deux, d'associer en fait les deux films l'un avec l'autre, et c'est plein de personnages super cool. Ah, par contre, il a vraiment un sens pour faire avec plein de gamins qui sont super attachants, et plein de jeunes qui font de la drague lourde, mais qui sont mignons comme tout, des vieux qui parlent de leurs histoires d'amour, tout ça. Donc c'est vraiment toute une faune de personnages populaires comme ça qui je trouve fait que c'est un film très sympa à regarder. Merci docteur. Moi ce sera 2 choses, ça vient de sortir aux éditions de la Table Ronde, Claude Pinoteau derrière la caméra avec Jean Cocteau, parce que donc la Table Ronde, après les livres de Henri Alecan qui était le chef-op de Cocteau, encore un sacré paquet d'archives donc du travail de Jean Cocteau, donc le livre richement illustré avec donc Claude Pinoteau qui était son assistant sur
une grande majorité de ses films. Et c'est vraiment passionnant de voir comment est-ce qu'il travaillait. Un très beau livre, donc aux éditions de la Table Ronde. Et sinon, dans un tout autre genre, c'est le film indien de Tinu Papachan de... Ça y est, t'es toujours dans ta veine. Chat à verre, donc voilà, on l'attendait. Légèrement déceptif sur quelques points, mais globalement, c'est emballé avec un savoir-faire et un talent absolument indéniable. C'est magnifique, c'est politique, c'est violent et ça trash bien. Beaucoup de plaisir à voir. Donc, Chat vert, en plus, c'est court, ça dure 2 heures. Donc, c'est quand même... C'est plutôt court, effectivement. C'est quand même... étonnant. Pour un film indien. Donc voilà, on va s'arrêter là. Merci messieurs, merci Ulysse à la mise en son de cette émission. Prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut.